Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Métro News. Au sommaire, un policier kényan a été blessé par balle à l'épaule lors d'un affrontement avec des hommes armés à Port-au-Prince. L'annonce a été faite par la mission multinationale dans un communiqué. Le ministère de la Justice demande aux commissaires du gouvernement et aux substituts commissaires des différentes juridictions de mettre un terme à leur mouvement de grève et d'apporter leur contribution à la lutte contre le banditisme. En titre également de ce mercredi, le conseiller président Smith Augustin, soupçonné de corruption, dénonce une main politique au plus haut niveau de l'État qui, selon lui, est derrière la démarche du président de la BNC. Il accuse certains secteurs. Alors que les citoyens réclament des actions concrètes de la force multinationale, la présence des patrouilles de la police kenyane reste discrète dans la capitale. Le mardi 30 juillet, un policier kényan a été blessé à l'épaule lors d'un affrontement avec des hommes armés à Port-au-Prince. L'incident s'est produit lorsque l'équipe de patrouille du MSS a tenté d'intervenir après avoir récupéré un camion pillé par des gangsters présumés qui avait tué le conducteur. Le policier blessé a été transporté à l'hôpital et son état est stable. Cet événement représente la première blessure parmi le contingent kényan depuis son arrivée en Haïti le 25 juin dernier. Lors de la 47e réunion de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CARICOM, Haïti a annoncé son adhésion à la commission des réparations de la CARICOM qui travaille également avec le Forum permanent des personnes d'ascendance africaine à l'ONU. Un moment fort de notre participation à ce sommet est l'annonce de l'adhésion d'Haïti à la commission des réparations de la CARICOM. Cette décision, accueillie par acclamation, place Haïti au cœur de ce débat important pour la région, a déclaré la chancelière haïtienne Dominique Dupuy. Cette initiative fait suite à une rencontre la semaine dernière entre le recteur de l'Université d'État d'Haïti, le professeur Fritz Deshomme et la chancelière Dominique Dupuy concernant la création d'un groupe de travail à l'UEH sur les réparations et restitutions liées à l'esclavage et à la dette de l'indépendance des 19e et 20e siècles. Autre dossier, l'actualité internationale est très mouvementée ces derniers jours, notamment avec la mort du chef politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, en Iran, qui annonce des représailles contre Israël. Parallèlement au Venezuela, la contestation des résultats de l'élection présidentielle s'étend à la rue. Et pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement à travers le monde, nous avons avec nous sur le plateau Pierre-Antoine Louis, politologue, avocat, ancien diplomate américain et expert en relations internationales. Bonsoir Pierre-Antoine Louis, bienvenue sur le plateau. Bonsoir Roselyne, c'est toujours un plaisir. Alors comme on l'a dit précédemment, nous allons faire un tour dans l'international, passant par le conflit israélo-palestinien, pour ensuite revenir sur le continent américain, notamment en Amérique du Sud, pour justement parler des différentes mobilisations qui ont lieu au Venezuela. Et ensuite, on parlera également de la CARICOM, notamment de cette 47e plutôt réunion ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Alors que, Pierre-Antoine Louis, la guerre entre le Hamas et Israël va entrer dans son 10e mois de guerre. Il y a eu aujourd'hui, mercredi 31 juillet, l'assassinat de Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas, dans une frappe par Israël. Et en réaction, il y a le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, qui a de son côté juré d'infliger un châtiment sévère à Israël. Est-ce qu'on ne risque pas un embrasement, ou du moins une escalade dans un premier temps au Moyen-Orient et suite même au niveau mondial? Bon, la possibilité d'une escalade, ça existe toujours, absolument. La possibilité existe. Maintenant, en réalité, voyons voir si les protagonistes, ou les antagonistes, si vous voulez, veulent vraiment une escalade. Premièrement, il est à espérer que tout leader du Hamas, d'où qu'il se trouve, risque d'être assassiné par Israël.
parce que l'attaque contre Israël du 7 octobre dernier a été la plus meurtrière sur le territoire israélien. Et Israël a démontré ses capacités d'intervenir plutôt quand elle veut, où elle veut, pour supprimer toutes les menaces. Donc, ce qui s'est passé en Iran était prévisible. Maintenant, ce qui peut choquer, c'est que ça fut fait à Téhéran même, dans une villa où résidait Ismaël Haniyeh, qui vit à la fois, qui vit à Téhéran et aussi au Qatar. Il venait d'assister à la prise de fonction du nouveau président iranien. Et Israël, une fois de plus, il y a quelques mois, on se rappelle, Israël avait bombardé un complexe diplomatique iranien à Damascus en Syrie. Donc les Iraniens estiment que c'est une fois de trop, que leur territoire a été visé. C'est peut-être ce qui choque. Mais sinon, l'assassinat de M. Haniyeh, pour les Israéliens, c'est un fait divers, aussi sérieux que ça soit. D'ailleurs, M. Haniyeh a été en prison en Israël dans les années 80 et 90. Il a été promu jusqu'à devenir le chef politique du Hamas. Donc, ce qui pourrait choquer, disons, c'est le fait que ça ait lieu à Téhéran. Donc maintenant, est-ce que l'Iran veut une escalade? Je ne crois pas trop, parce que il faut savoir qu'Israël, premièrement, détient des armes nucléaires. Maintenant, quel est le poids de cette déclaration? Bon, c'est une déclaration à laquelle on pourrait s'attendre, parce que c'est quand même sérieux d'assassiner le chef du Hamas à Téhéran même. Peut-être que les Iraniens vont, une fois de plus, envoyer quelques drones ou encore des missiles contre Israël, comme l'Iran l'a fait il y a quelques mois, 300 et quelques drones et missiles qui ont été envoyés vers Israël. Mais je pense que l'idée de l'escalade, c'est possible, mais je ne crois pas qu'il va y avoir de l'escalade. On sait que effectivement, la situation est extrêmement tendue parce qu'il y a aussi l'aile Hezbollah au Liban qui a attaqué Israël récemment en larguant une roquette en Israël qui a tué 12 enfants sur un terrain de foot. Et Israël a riposté en tuant un leader d'Hezbollah. Donc on sait que les possibilités de l'escalade existent. Mais vous avez remarqué que les deux parties sont en train de mener une guerre par entité interposée. Donc il y a ce qu'on appelle l'axe de résistance, les Hezbollah, les Houthis et le Hamas qui reçoivent leur soutien militaire et financier de la part de l'Iran. Donc l'Iran et Israël mènent leur guerre à travers ces groupes-là, ces entités-là. Mais jusqu'à maintenant, ils ont évité, si vous voulez, une escalade basée sur un affrontement direct. Et je pense que c'est cette même politique qui va être maintenue. Mais ce serait très surprenant si l'Iran ne ripostait pas. Parce que c'est quand même sérieux, et une fois de plus, que l'Iran a été visé, ou bien que quelqu'un ait été visé sur le territoire iranien lui-même. Cependant, je ne crois pas qu'il va y avoir d'escalade jusqu'à une troisième guerre mondiale. C'est ce que, effectivement, j'allais vous demander. Est-ce qu'une troisième guerre mondiale n'est pas à craindre aujourd'hui? Je ne crois pas. Je pense que, aussi difficile que la situation soit actuellement avec la guerre en Ukraine, ou encore la situation entre Israël et l'Iran, je pense que les protagonistes vont trouver des moyens pour se sortir du gouffre sans arriver jusqu'à l'escalade qui pourrait arriver à une troisième guerre mondiale. Je pense qu'on va pouvoir éviter le pire. On va pouvoir éviter le pire, mais si on va également dans les faits, nous savons que la semaine dernière, il y a le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui a été à Washington. Certes, les États-Unis demandent à Israël un cessez-le-feu, ce qui n'est toujours pas accordé.
est-ce que ce n'est pas un petit peu paradoxal lorsqu'on sait que les États-Unis qui demandent justement un cessez-le-feu, c'est ce même pays qui fournit des armes à Israël? Absolument. Le poids politique de l'électorat juif aux États-Unis est tel que, et puis l'amitié, si vous voulez. On dit souvent que les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Bon, si vous voulez, les intérêts des États-Unis au Moyen-Orient par rapport à Israël sont tels que je pense que jusqu'à nouvel ordre, cette amitié ou bien ces intérêts mutuels des deux pays sont inébranlables. Ce n'est pas Israël et les États-Unis qui vont se retrouver dos à dos. Il va toujours y avoir une accommodation, d'autant plus qu'on est en pleine période électorale. Et l'électorat juif aux États-Unis tente à voter majoritairement démocrate. Et dans certaines circonscriptions électorales, les Juifs pèsent très lourd et ils ont un poids politique aux États-Unis qui est extraordinairement fort. Donc, et aussi, il y a des enjeux géopolitiques entre ces deux pays et malgré les divergences, les États-Unis finissent toujours par accorder à Israël ce dont Israël a besoin pour se défendre ou encore pour passer à l'offensive. Je pense que les pressions américaines ne vont rien donner. Israël conçoit ses intérêts nationaux de façon absolue. Même les États-Unis ne sont pas capables d'influencer les choix d'intérêts nationaux des États-Unis. Et là, c'est une leçon que d'autres pays, notamment Haïti, devront prendre comme exemple. Alors, pendant qu'au Moyen-Orient, c'est la guerre, sur le continent américain, plus précisément au Venezuela, ce sont de fortes mobilisations, notamment après les résultats de l'élection qui a donné M. Maduro gagnant de cette élection. Il y a l'opposition vénézuélienne qui conteste ces résultats, mais notamment par de fortes mobilisations. Près de 500 000 personnes sont dans les rues pour contester justement ces résultats. Est-ce que, selon vous, ces manifestations pourront conduire au renversement de Nicolás Maduro? Bon, jusqu'ici, depuis 2013, le décès le 5 mars 2013 du président Chavez, M. Maduro, qui était vice-président et puis qui a été élu un mois plus tard, et bon, il dirige le Venezuela sans partage. Il semblerait que M. Maduro se sente inébranlable. Il avait promis en février dernier de remporter les élections d'une façon quelconque, bonne ou mauvaise. Il semblerait, bon, enfin, selon toute vraisemblance, disons, les observateurs qui sont bien avisés, les données dont dispose l'opposition, il semblerait que, comme les sondages le prévoyaient, que M. Maduro aurait perdu les élections. Maintenant, le regard doit être tourné vers les forces armées du Venezuela. Si les forces armées du Venezuela sentent que leurs intérêts sont menacés, parce que les forces armées du Venezuela interviennent dans l'économie, il y a des sanctions américaines à la fois contre M. Maduro, qui est recherché par la justice américaine, et il y a aussi le ministre de la Défense du Venezuela, qui est recherché par la justice des États-Unis. Donc, ces deux messieurs ont l'intérêt de rester au pouvoir pour avoir l'immunité et ainsi de suite. Donc, il semblerait que le régime soit pour le moment inébranlable, mais il faut tourner le regard vers les forces armées. Si les gens continuent de mourir, on est à une vingtaine, je crois, les derniers chiffres que j'ai entendus. Donc, si le bras de fer que M. Maduro est en train d'imposer au Venezuela, si ça dure trop longtemps, et puis si les forces armées sentent la nécessité peut-être d'intervenir, donc tout le regard doit être tourné vers les forces armées pour savoir comment ça va se passer. Pour le moment, il n'est que d'attendre. Alors, on va rester toujours sur le continent américain, mais cette fois-ci, on va vers les Caraïbes pour parler de la 47e réunion ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, où Haïti a officiellement intégré la commission des réparations de la CARICOM et où des démarches vont être entreprises pour justement réparer les anciennes colonies
À quoi ces démarches peuvent aboutir, selon vous, pour finir? OK. Alors, premièrement, comme communauté caribéenne, nous, Haïti est membre depuis 1998 à titre associé et puis encore membre à part entière en 2002. La question est d'une grande importance pour Haïti, d'autant plus qu'en 1825, le roi Charles X de la France avait imposé à Haïti le paiement d'une rançon. Il y a des gens qui disent dette, moi je dis rançon. Parce que Haïti n'accepterait pas de payer une dette. Haïti l'avait fait sous contrainte. Donc il s'agit d'une rançon qu'Haïti avait payée de 150 millions de francs. Or, Haïti était obligé de taxer ses exportations qui les rendaient encore moins compétitifs. Et en plus des 150 millions de francs or, d'anciens francs, la France avait aussi exigé que les navires français qui viennent en Haïti ne soient pas sujets aux taxes, aux droits de douane, que tous les navires d'autres pays devaient verser. Donc il n'y avait pas seulement les 150 millions, il y avait aussi ça dans le commerce entre les deux pays, bilatéral. Donc Haïti est en premier lieu concerné. Haïti payait les intérêts de cette dette jusqu'en 1947. Ce sont des universités qui n'ont pas été créées, des routes qui n'ont pas été construites, des écoles qui n'ont pas été construites, des centres de santé, des hôpitaux qui n'ont pas été construits. Et Haïti a payé un lourd tribut. Donc, il est tout à fait naturel qu'Haïti intègre cette commission sur ce qu'on appelle la dette, que moi j'appelle la rançon de l'indépendance qu'Haïti a payée, mais le comité de dédommagement, pour dédommager quoi? Dédommager les anciennes colonies pour les torts qui furent faits par les colons européens et dans le cadre de l'esclavage, ce système exploitateur par lequel l'Europe utilisait le travail forcé des Africains et toutes les richesses allaient dans les trésors des États européens. Donc c'est de plein droit. Maintenant, reste à savoir si on a un problème de continuité en Haïti, dans la gouvernance, dans la diplomatie, ainsi de suite. Reste à savoir si nos dirigeants vont continuer à respecter les règles de ce comité pour aller de l'avant, parce que, comme vous le savez, Haïti dépend de la communauté internationale, même pour sa sécurité, pour que les jeunes Haïtiens, par exemple, aient des leviers d'ascension sociale à travers la migration. Donc, les dirigeants haïtiens ont tendance, de temps en temps, à minimiser les intérêts de leur pays parce que Haïti est devenu totalement dépendant de la communauté internationale. Donc, reste à savoir le rôle qu'Haïti va vraiment jouer et si les dirigeants haïtiens vont avoir, le courage nécessaire pour poursuivre cette question jusqu'à sa suite logique. Reste à savoir si les autorités vont justement poursuivre ce dossier. Merci infiniment Pierre-Antoine d'avoir fait le tour avec nous. Tout le plaisir pour moi, comme d'habitude. Voilà, c'est avec nous le diplomate, expert en relations internationales et également politologue Pierre-Antoine Louis. Il est avec nous pour un tour dans l'actualité internationale. Merci de votre fidélité à Metro News. Parlons à présent justice. Le ministre de la Justice, Maître Carlos Hercule, enjoint aux commissaires du gouvernement et aux substituts commissaires des différentes juridictions de mettre un terme à leur mouvement de grève et d'apporter leur contribution à la lutte contre le grand banditisme et la grande criminalité dans le contexte de l'état d'urgence sécuritaire. L'article 55 de la loi du 20 novembre 2007 autorise les juges et officiers du ministère public à s'organiser pour faire connaître leurs revendications, mais sans que cela porte atteinte à la continuité du service public de la justice, rappelle Maître Hercule, une injonction qui tient lieu d'avertissement, écrit le ministre dans un communiqué daté de ce mercredi. L'affaire de corruption impliquant des conseillers présidents prend des allures de lutte politique. Le conseiller Smith Augustin, l'un des 3 accusés par Harold Pierre-Louis, affirmé durant la rubrique Le Point qu'une main politique au plus haut niveau de l'État est derrière la démarche du président de la BNC. Il va jusqu'à accuser certains secteurs. Je comprends la frustration de M. Pierre-Louis. Il est peut-être attaché au poste, il voulait rester. Il est peut-être frustré, mais je ne peux pas croire qu'il a les moyens de mobiliser toute cette puissance médiatique contre nous.
il y a quelque chose derrière. Pourquoi toute cette machine? C'est parce que justement, quelqu'un lui a peut-être parlé à trouver sa frustration et essaie d'exploiter cette frustration à d'autres fins. Politique ou bien... Sûrement politique, à mon avis. Parce que l'intérêt aujourd'hui, c'est ça. Il ne faut pas croire que le Conseil présidentiel fait l'unanimité. Il y a des gens qui continuent de croire que le Conseil présidentiel ne doit pas exister, ou doit cesser d'exister, ou doit être composé de certain nombre de gens. Peut-être pas de Petit Dessalines, pas de Aidé, pas de Smith, pas de d'autres. C'est une... Oui, mais son on mosaïque, est en politique. Mais son mosaïque, moi, bah, ça y est, moi, un petit peu dans les nuages, beaucoup au cas où, qui force politique ça, peut-être qui était capable de manigancer un bail comme ça, et puis qui serait si puissant. Mais les luttes pour le pouvoir, ce sont de grandes luttes, M. Théodore, dans ce pays. C'est pas petit. Est-ce que vous pensez que c'est des membres du secteur des affaires qui ont toujours indexé dans chaque crise, par exemple, dans chaque dossier, je dirais? Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Donc ce que je peux dire, je l'ai dit, et il y a des mains cachées dans cette histoire, et c'est une concertation contre la présidence tournante, c'est une frustration contre la présidence tournante, c'est une campagne de dénigrement de ma personne et de la personne de ce bloc. Hein. Et c'est une campagne de déstabilisation du CPT pour des fins politiques. C'est tout ce que je peux dire. Parce que le CPT, le Conseil présidentiel de transition, c'est un patrimoine politique. Pourquoi je dis ça? C'est une garantie de stabilité politique. Parce qu'en Haïti, c'est un paquet de monde qui veut le président. En pile monde a aimé le président. Donc ça vient créer une grande instabilité, ça vient créer des difficultés pour créer des coalitions solides. Maintenant, il y a des réflexions qui sont faites autour de fin de gouvernement Ariel Henry, qui était des gens qui estimaient qu'il n'y a pas de résultat, qu'il n'y a pas de résoudre le problème pays. Nous disons qu'il faut que nous ayons une alternative, pas vrai? Et nous croyons que l'alternative, ça, faut qu'elle soit inclusive. C'est une opportunité pour nous sortir de l'instabilité, parce que nous mettons tout le monde sous table là, Petit Dessalines, Aidé, Lavalas, Montana, pour nous aborder vrai problème pays, pour nous faire élection et mettre pays des élus à tous les niveaux, président, parlement, et mairie, etc. Mais de tous les temps, il y a des gens qui croient qu'il y a une seule façon pour renouveler les forces politiques, pour reconquérir les forces politiques, il faut qu'il y ait contrôle de l'appareil l'État, il faut qu'il y ait contrôle de l'appareil électoral, là, etc. Donc il y a des gens qui croient que si moi-même, président, il y a des bagailles qui peut-être pas possibles parce que ce n'est pas des alliés politiques. Il y a des gens qui croient que pas supposé que le président tournante, un seul président qui garantit. Il y a des gens qui croient que pas supposé que le conseil là peut-être une forme de gouvernement semblable et au gouvernement d'Ariel Henry et que les choses iraient plus vite. Oui, parce qu'il y a des forces politiques qui croient que le CPT devrait être réduit à sa plus simple expression, comme un conseil consultatif, comme un HCT. C'est ce que je veux dire. Donc il y a un Premier ministre, il y a un HCT. Il n'y a pas... Il y a des gens qui jusqu'à présent ne comprennent pas que le conseil présidentiel a des attributions présidentielles. Il y a des gens qui sont dérangés par cela. Donc selon vous-même, il y a des gens qui souhaitaient que le CPT a éclaté? Bien sûr. Il est à noter qu'une rencontre est prévue cette semaine entre les membres du Conseil présidentiel de transition afin de discuter sur le scandale éclaboussant les conseillers présidents. Autre point de l'actualité, le responsable de la structure dénommée Royaume Vaudou Haïtien, Augustin Saint-Cloud, déclare avoir pris note des contestations exprimées par une partie du secteur concernant la nomination de Maître Newton Saint-Just comme représentant au CEP. Il s'engage à discuter avec tous les membres concernés pour trouver une solution à cette situation qui suscite des mécontentements. Écoutons ses explications. Ces affaires que vaudouisants, quelques organisations qui entendent pile parole qui parlé contre des choix qui fait au niveau du CEP. Nous connaissons même pas qu'on a démagogie. Nous connaissons même son monde qui est droite, son monde qui est crédible. Et jusqu'à présent, pas rien qui a reproché.
Et tout le monde qui attendait, qui a parlé, ça qui dit bien, ça qui dit mal, soit pour raison d'intérêt personnel, soit pour raison crasée pendant les constructions. Bon, moi-même, moi pas simplement arrêté droite au but. Raison. Nous avons gagné un choix que nous avons fait, qui c'était Royaume Vaudou d'Haïti, KNVA, et puis gagné les entrailles à Javé-Latrier. Et ce choix, M. Peton Saint-Gis, mais moi, j'ai un pile de crier contre lui-même. Comme étant donné, nous connaissons, moi-même, baron faire business, c'est mystique seulement fait, avec social, avec respecter le monde, aimer pays, moi, aimer vaudou, aimer culture. Seulement dit nous, à partir de tout des criers que m'entend, des paroles que m'entend de eux, moi, j'ai pour me trancher. Mais pour me trancher, je ne peux pas trancher moi-même. Mais l'esprit, le Guinée, le loi, l'esprit ancêtre, a ban moi comment, et il a venu dire comment pour me trancher. Et qui ça pour le faire. Comment pour le faire, comment pour le pas faire. Parce que normalement, nous te dit un bagage déjà. Ou bien nous te fait un bagage déjà. Mais si il y a un tranchant, il ne va pas dépendre de moi, il dépend de la nature, il dépend de Guinée. Et je ne vais pas dire que je vais trancher sous lui, non. La nature avec Guinée, l'esprit, pour aller porter une façon pour le bon moins. Ils ont parole ou bien ils ont gens pour trancher la fête. Parce que moi, je ne vais pas dire moi-même je vais trancher, sinon je vais trancher déjà. Mais de combien de temps donné, dans pile parole négatif, etc. Quand même, je connais que je suis un monde qui doit, qui crédible, qui respecte tête moi. Et je décrit tout le monde, je tout ça qui a décrié, mais en même temps, je dis que la nature a une parole pour le bail, commencer à bail, mais je finis de pour moi-même connaître comment je suis capable d'intervenir sur ça. Pour clore la page nationale de Métro News, l'économiste Patrick Alexis a rendu un vibrant hommage à la journaliste Liliane Pierre-Paul. À l'occasion de la commémoration du premier anniversaire de l'icône de la presse, il a déclaré qu'une personnalité comme Liliane était nécessaire dans le contexte sociopolitique actuel pour se prononcer sur l'actualité et qu'elle aurait trouvé les mots justes pour le faire. Écoutons les propos de Patrick Alexis. C'est avec un pile tristesse, c'est avec un pile désolation. Nous avons Liliane un an après. Parce que l'on a regardé le pays ça a déroulé là, si Liliane était là. Tout le monde dit si Liliane était là. Parce que Liliane a une identité. Et je dis dans le colloque, nous profitons de rendre hommage. Nous ne pas rendre hommage parce qu'elle n'est pas là, mais nous camper Liliane pour tout jeune journaliste, tout le monde qui a étudié le journalisme qui était là pour comprendre comment ils doivent travailler, pour comprendre qui ça qui gagne dans le métier journaliste et qui gère pour mener tête. Au cas dit sortir de Liliane, mais Liliane a un verbe. Et verbe Liliane a mené vers une identité qui est propre à lui-même, qui fait que sous des intérêts publics, sous des gens qui font journal, ou après déposer une empreinte. Je dis à Liliane irremplaçable. Si vous regardez, on peut toujours faire un journal 4 heures. On ne peut pas faire un journal 4 heures, Liliane t'a fait. Et c'est ça qu'on a demandé à tous les journalistes, tous les jeunes journalistes, tous les journalistes, les que ont une profession, préparer ça n'a fait, planifier ça n'a fait. Liliane pas de voyer monter, Liliane pas de voyer monter, quelle que soit la thématique là, elle prépare. Et c'est ça. Il y a une plus grosse émission Liliane t'a fait, c'est une émission sur sport. Son intérêt public sous sport. Parce que qui événement sportif qui était gagné et puis il réunit tout invité lieu qui ont rapport avec sport et puis il réunit et puis sortant de là faut il prépare émission un journaliste doit être capable suivre trace li et moi même dans moment ça là Liliane te doit là dans moment côté que n'a fait expérience démocratique dans moment côté que transition nous une transition qui mélongué dans moment que y a parlé de corruption. Dans le moment où imaginons tout ça qui est passé, si Liliane est là. Nous refermons cette édition de Métro News. Avant de partir, voici l'essentiel de l'information développée ce mercredi. Un policier kenyan a été blessé par balle à l'épaule lors d'un affrontement avec des hommes armés à Port-au-Prince.
L'annonce a été faite par la mission multinationale dans un communiqué. Le ministère de la Justice demande aux commissaires du gouvernement et aux substituts commissaires des différentes juridictions de mettre un terme à leur mouvement de grève et d'apporter leur contribution à la lutte contre le banditisme. Et puis le conseiller président Smith Augustin, soupçonné de corruption, dénonce une main politique au plus haut niveau de l'État qui, selon lui, est derrière la démarche du président de la BNC. Il accuse certains secteurs. Fin de cette édition. Merci infiniment de votre attention. Restez branchés Métropole. Bonsoir.